Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de l'innovation que nous co-organisons entre Alès Minneapolis et l'incubateur IMT Minales. Donc effectivement, nous sommes encore en format webinaire au vu de l'actualité du confinement, en espérant pouvoir reprendre rapidement ces formats sous forme présentielle. Donc effectivement, ces webinaires d'innovation ont pour objectif de vous apporter des informations dans le cadre de vos projets de création et de développement d'entreprise, notamment pour tous les porteurs de projets et entreprises que nous accompagnons au sein de nos structures. Donc juste pour vous rappeler quelques petites consignes sur le format de ces webinaires avant de se lancer plus en avant. Donc on est bien évidemment sur un format webinaire. Vous avez la possibilité de poser des questions via l'outil de chat. On pourra vous répondre soit en direct par écrit ou éventuellement, si les questions le nécessitent, faire intervenir nos intervenants pour des réponses plus précises. Donc n'hésitez pas au cours de la réunion à nous solliciter et à poser toutes les questions que vous voulez. On essaiera d'y répondre du mieux que nous pouvons. Donc voilà, donc comme je le disais, effectivement, ces webinaires sont organisés en partenariat avec l'incubateur IMT Minales. Donc je vais tout de suite laisser la parole à Muriel Durand donc de l'incubateur qui va vous donner plus de détails sur la réunion du jour et éventuellement également vous annoncer notre prochaine réunion. Donc Muriel, à toi. Merci. Effectivement, bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier petit déjeuner de l'innovation de l'année 2020. Donc ce matin, la thématique les relations presse, mode d'emploi. Et je remercie vivement Madame Baudouin, Monsieur Durasnel et Madame Di Meglio d'avoir accepté d'intervenir sur cette thématique et de nous donner leur expertise et leur retour d'expérience sur cette thématique. Donc n'hésitez pas à leur poser des questions à la fois au fur et à mesure de leur exposé, si vous voulez réagir ou demander ou rentrer un peu plus en détail sur les points qu'ils vont aborder. Ou sinon, effectivement, comme Marc vous le précisez, il y aura forcément une partie en dernière partie du petit déjeuner où vous aurez également la possibilité de poser des questions ou d'exposer votre propre cas pour avoir certains retours sur vos problématiques ou sur vos questions. Juste un petit complément, vous allez recevoir là en parallèle par mail sur une demande de signature sur YouSign pour la feuille d'émargement pour la participation à ce petit déjeuner. Donc vous allez recevoir un mail de YouSign pour valider la feuille d'émargement et suite à ce petit déjeuner, on vous enverra également un questionnaire de satisfaction pour nous donner votre retour par rapport à l'organisation de ce petit déjeuner de l'innovation. Et dernière information, le prochain petit déjeuner aura lieu le 5 janvier 2021 et sera sur la thématique les crédits d'impôt et les dispositifs d'État, donc tout ce qui concerne le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, jeunes entreprises innovantes, voilà tous ces éléments dont vous pourrez solliciter en 2021. Et donc là, c'est un intervenant du cabinet Nextamso qui va intervenir sur cette thématique des crédits d'impôt le mardi 5 janvier sur le même horaire, 8h30, 10h. Donc, si cette thématique vous intéresse, vous pouvez dès à présent le bloquer dans votre agenda. Voilà, mais écoutez, je vous souhaite un très bon petit déjeuner et je laisse la parole aux intervenants. Merci Marc, merci Muriel, merci de nous accueillir ce matin, même à distance. Avant de partager à tous mon écran, je voulais préciser que je vais intervenir en binôme avec Benoît Duranel, que vous voyez à l'écran, et Ludivine Di Meglio est également présente. Elle complétera mon propos. Elle sera aussi disponible pour répondre à quelques réponses par chat. Et on pourra revenir bien sûr sur ces réponses et échanger ensemble sans souci. Alors, je vais vous partager mon écran. Et voici. Voilà. Donc, ce matin, on va vous parler des relations presse. Alors, bien sûr, ça va être une séance de sensibilisation. On a un peu plus d'une heure pour vous en parler, pour échanger ensemble. Donc, ça reste une séance de sensibilisation, mais ce que nous souhaitons, c'est que nous ayons des échanges, que vous ayez des questions concrètes à nous poser, de façon à pouvoir illustrer concrètement cette intervention. Alors, on va voir ensemble, si je récupère ça, voilà, le contenu de l'intervention. On va commencer bien sûr par définir ensemble ce que sont les relations presse ou relations médias. On verra d'ailleurs la différence
qu'on peut faire entre les deux appellations. Pourquoi bâtir, intégrer dans sa stratégie de communication une stratégie spécifique pour les relations presse? En quoi c'est important? Bien sûr, quels sont les principaux outils des relations presse? Vous en connaissez probablement déjà certains, vous en avez entendu parler. On va les détailler ensemble. Quelles sont les grandes étapes d'une action de relation presse type? En quoi c'est important de veiller les médias aussi? Et enfin, on pourra voir ensemble de quelle façon une entreprise, une start-up, un porteur de projet peut entamer une collaboration avec une agence de relations presse et comment ça se passe. Alors, quelques mots d'abord pour nous présenter l'agence Résonance. Qui sommes-nous? Eh bien, l'agence en elle-même, elle est assez récente puisqu'on l'a créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Par contre, les personnes qui la composent sont toutes des consultants seniors. Nous avons une vingtaine d'années d'expérience de consultants en relations presse et en influence. Nous avons eu envie de travailler ensemble pour travailler notamment sur le thème de l'innovation, mais pas exclusivement. Nous travaillons essentiellement pour des clients qui sont situés en Occitanie, pas exclusivement, et aussi bien sur des relations presse régionales que nationales ou internationales. Nous ne sommes pas spécialisés dans un secteur d'activité et nous travaillons aussi bien sur des relations presse institutionnelles ou corporate que sur des relations presse produits. On verra ensemble d'ailleurs la différence d'approche qu'on peut avoir sur ces deux terrains-là. On accompagne les entreprises en matière de stratégie, bien sûr, et puis opérationnelle. On mène les actions de relations presse de A à Z en collaboration avec nos clients. Et forcément, j'allais dire, les relations presse, c'est un service sur mesure pour répondre aux objectifs spécifiques de chaque entreprise, quelle que soit sa taille et quelle que soit l'organisation, puisque on peut aussi intervenir pour une ONG, par exemple, ou pourquoi pas pour une personnalité. J'oubliais de préciser que l'agence est située à Montpellier et que nous avons également un associé à Béziers. Bonjour à tous, j'en profite, Karine, pour oui. sur ton introduction. Bien sûr. Alors, par rapport à ce que tu disais, effectivement, on a tous entre 15 et 20 années d'expérience dans les relations presse. On travaille ensemble depuis assez longtemps. Au départ, Résonance, c'était une association, plutôt une association d'échange, essayer de se transmettre les uns et les autres des bonnes pratiques, rencontrer des journalistes dans des cadres un peu plus sympas que lors des envois ou des relances de communiqués de presse. Et on a eu l'envie tous ensemble, avec Ludivine, avec Karine, avec Jean-François, de passer un cap, surtout partant d'un constat en fait que beaucoup de budgets ou beaucoup d'entreprises locales souhaitaient, alors pour une raison qui me paraissait mauvaise, mais de faire appel à des entreprises parisiennes ou à des agences parisiennes pour faire des relations presse nationales. C'est vrai que ça nous a semblé important de pouvoir dire que finalement en local, ou une agence de relations presse locale ou située dans une capitale régionale peut fournir des services et des prestations de qualité aussi intéressante et à moindre coût. Et donc on s'est dit il faut qu'on le dise, il faut qu'on le montre et Résonance est née aussi en partie pour ça, pour prouver en quelque sorte un savoir-faire local aux entreprises locales qui voulaient communiquer au niveau national. Voilà, merci Benoît pour cette précision. Ouais, donc je vous propose dans un premier temps de voir ensemble ce que sont les relations presse, en quoi consistent les relations presse, parce qu'il y a parfois des confusions ou des zones d'ombre, et en parlant avec nos clients, on s'aperçoit que finalement c'est un univers qui est assez mal connu, ou en tout cas il y a beaucoup d'idées préconçues sur les relations presse. Alors, ça fait partie, les relations presse, d'un ensemble de techniques qu'on appelle les relations publiques. Alors, vous l'avez peut-être vu écrit le plus souvent public QUES, mais désormais, dans la profession, on l'écrit public CS, c'est-à-dire la relation avec l'ensemble des publics de l'entreprise. Et l'objectif des relations presse, c'est d'obtenir pour l'organisation, là on va parler de l'entreprise en l'occurrence, une caution médiatique. Donc, les relations publiques en général ont pour but de développer des relations de confiance avec les différents publics de l'entreprise. Nous, en tant qu'attachés de presse, on va s'attacher à développer des relations de confiance avec les médias et à travers eux, avec les journalistes
Et comment on développe ces relations de confiance? Eh bien, déjà en découvrant leur métier et en leur envoyant régulièrement des informations, de l'actualité sur, en tout cas, nos clients. Donc, en l'occurrence, par exemple, les entreprises, les collectivités. Les journalistes vont en quelque sorte devenir les relais, les intermédiaires entre l'entreprise et puis sa cible de communication, alors qui peut être une cible grand public. On peut vouloir toucher des consommateurs pour le lancement d'un produit, par exemple. On y reviendra un peu plus précisément tout à l'heure. Ça peut être aussi une cible B2B. On peut utiliser les relations médias, les relations presse pour faire de la communication B2B. Bien sûr, l'objectif pour nous, ça va être de proposer aux journalistes des informations susceptibles d'intéresser eh bien, celles et ceux qui consomment l'information, c'est-à-dire les lecteurs, si on est dans l'univers de la presse papier ou de la presse en ligne, ou les internautes, les auditeurs, si on s'adresse à des journalistes qui travaillent à la radio, les téléspectateurs. Donc, les journalistes sont nos intermédiaires pour nous adresser à nos cibles. Alors, c'est intéressant de positionner les relations presse, notamment par rapport à la publicité, et de voir ensemble quels sont les différents types de contenus que peut produire ou obtenir une entreprise. Alors, vous avez sur l'écran 3 grands domaines de contenu pour l'entreprise. Je vais commencer par celui que vous voyez à droite de l'écran qui s'appelle le Earned Media. Et le Earned Media, on va trouver dedans les relations presse. Le Earned Media, c'est la visibilité que peut obtenir une entreprise dans les médias grâce à son influence et grâce aux actions qu'elle va mettre en place pour avoir de l'influence. Donc, dans le Earned Media, on a bien sûr les relations presse, puisque grâce à elles, on va avoir des retombées dans les médias, des articles, des interviews radio, télé. On a aussi les relations influenceurs. On va en dire quelques mots tout à l'heure parce que ça fait partie des terrains aussi d'action sur lesquels on est maintenant au-delà des relations avec les médias d'information. Donc, tout ce que les influenceurs peuvent écrire, produire, commenter sur les réseaux sociaux font partie de la visibilité qu'on obtient grâce à notre influence. C'est aussi le cas, là je vais passer un peu plus rapidement, sur des mentions sur les réseaux sociaux, des recommandations, avis de consommateurs qu'on peut trouver sur Internet. Des conférences aussi auxquelles on peut être invité parce qu'on est reconnu comme expert et on a suffisamment donc d'influence pour être reconnu comme tel. Donc ça, c'est la visibilité qu'on obtient dans les médias. Et à l'extrême gauche de votre écran, vous avez le paid media. C'est la visibilité que vous allez obtenir en l'achetant. Vous allez acheter de l'espace publicitaire dans la presse papier, par exemple, dans la PQR, pourquoi pas. Vous allez acheter de l'espace, des spots radio. Vous allez, et c'est de plus en plus le cas des entreprises aujourd'hui, acheter de la pub digitale, ce qu'on appelle une campagne display. Vous allez aussi, toujours avec les influenceurs, payer un influenceur pour avoir un post sur un blog ou des posts sponsorisés sur des réseaux sociaux. Vous allez payer pour avoir du référencement payant, mettre en place une opération de sponsoring. Donc là, on est sur un terrain différent. On achète de l'espace, on paye cette visibilité. Et puis au milieu, ce qu'on appelle le owned media, c'est tout ce que vous allez produire comme contenu, le contenu que vous maîtrisez, votre site web, qui est une vitrine pour vous, les réseaux sociaux, vous allez alimenter vos pages ou vos comptes de réseaux sociaux, un blog si vous avez de façon distincte ou rattaché à votre site un blog d'entreprise, et puis tous les documents de communication que vous pouvez produire. Ça, c'est le contenu que vous générez à travers vos propres supports. Donc, on a bien des champs distincts. Ce que je trouve intéressant de voir peut-être et sur quoi insister, c'est la différence qu'on peut avoir entre le paid media et le earned media, et puis au sein de ces deux grandes catégories, entre les relations presse et puis l'achat d'espace. C'est quand même très important de faire bien la distinction entre les deux et de voir peut-être le positif des relations presse par rapport, par exemple, à une campagne d'investissement publicitaire.
Le premier point qu'on peut peut-être, qui vient spontanément à l'esprit, notamment d'un chef d'entreprise, c'est peut-être l'économie qu'il va réaliser ou qu'elle va réaliser en passant par les relations presse, puisqu'effectivement, le budget que vous allez mettre dans une campagne de relations presse n'a pas de commune mesure avec celui que vous allez pouvoir dépenser pour une campagne publicitaire. Donc, on sait tous que l'achat d'espace coûte très cher, surtout si on veut qu'il soit efficace, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit répétitif. Donc, les relations presse, on en reparlera un peu plus tard de l'aspect budgétaire, mais donc ont l'avantage d'être accessibles à des budgets beaucoup plus modestes. Ça, c'est le premier aspect. Et puis, l'aspect très important, c'est que avec les relations presse, vous n'êtes plus seul à dire que votre produit est de qualité ou que vos services sont intéressants, innovants. C'est un tiers, le journaliste, qui le dit pour vous. Donc ça, c'est une caution très importante et c'est cette caution-là que nous recherchons pour contribuer non seulement à la notoriété de l'entreprise, mais aussi à sa bonne réputation et à la bonne réputation de ses produits et de ses services. Donc ça, ce sont deux atouts majeurs d'une campagne de relations presse. À l'inverse, on peut dire que l'avantage majeur dans une campagne d'investissement publicitaire, c'est que vous maîtrisez complètement le contenu de ce que vous allez obtenir comme visibilité, puisque vous avez conçu votre campagne, vous savez exactement à quelle date, sur quel support elle va paraître, à quel rythme, et quel est le message que vous avez conçu et qui est diffusé. Alors que dans une campagne de relations presse, vous allez fournir de l'information à un journaliste, et on le verra un peu plus tard, mais ce journaliste reste libre du traitement qu'il va faire de l'information. Donc le message ne sera peut-être pas tout à fait celui que vous auriez aimé parfois. Parfois, il vous surprend aussi favorablement. Et puis surtout, vous n'êtes pas sûr que le journaliste va traiter cette information. Si cette information ne rentre pas dans ses besoins, dans sa ligne éditoriale, ou si l'actualité est tellement importante par ailleurs que vous n'arrivez pas à trouver une place. Voilà. Les relations presse, ça se défend et ça prend parfois un peu plus de temps pour obtenir des retombées. Je ne sais pas si, Benoît, tu veux compléter là-dessus, si ça te semble OK. Mais voilà, moi, je voulais vraiment insister là-dessus. D'un côté, aux maîtrises, et de l'autre, on est dans une relation qui va se construire dans le temps avec des retombées qui restent soumises à des tas de facteurs qui sont la ligne éditoriale du média, l'actualité, le bon moment, est-ce le bon moment? Et c'est tout aussi l'apport que peut avoir un cabinet de consultants en relations médias, ça va être d'accompagner l'entreprise pour que nous ayons un maximum de chances d'obtenir des retombées dans les médias. Choisir le bon média, le bon journaliste qui sera intéressé par votre actualité, et puis choisir le bon moment aussi pour distiller cette information et faire en sorte qu'elle ait une chance d'être retenue dans cette actualité. Oui, tout à fait, Karine. C'est ce que tu disais, notamment sur la performance en fait, qu'on va pouvoir obtenir. Un journaliste, il faut le savoir, on va y revenir peut-être plus tard dans les slides qui suivent de façon plus opérationnelle, mais comme un journaliste reçoit, pour un journaliste local, je ne parle même pas des journalistes de la presse, de la PQN ou autre, un journaliste reçoit 100, 150 communiqués de presse par jour, plus pour certaines têtes de pont, mais donc c'est énorme. Et pour lire en priorité ou pour ne serait-ce qu'avoir un petit œil avisé sur le message qu'il va recevoir, déjà rien que le fait que la personne qui l'envoie soit quelqu'un qu'il connaît, un attaché de presse par exemple de résonance en particulier, peut déjà être un plus pour au moins prendre connaissance de l'information. Après, il y a beaucoup d'autres choses dans lesquelles on va rentrer plus tard, mais oui, tout est important, tous les détails sont importants. Merci. Un petit focus rapidement sur la notion de relation presse ou relation média. On parle de plus en plus de relations médias parce que c'est vrai que le terme de relation presse peut prêter à confusion. On peut penser, lorsqu'on parle de la presse, à la presse papier uniquement, alors que relation presse veut dire relation avec tous les médias d'information. Mais relation média maintenant inclut une autre forme de relation publique qui est la relation avec les influenceurs. De plus en plus, en tant que consultant en relations presse,
devenus consultants en relations d'influence aussi, nous travaillons de plus en plus avec d'autres influenceurs que les journalistes. Je dis d'autres influenceurs que les journalistes parce que les journalistes sont des influenceurs. Mais d'autres influenceurs ont pris leur place dans les médias sociaux en particulier, les blogueurs, les blogueuses, les youtubeurs ou des influenceurs, des personnes qui sont influentes sur les réseaux sociaux sans forcément d'ailleurs alimenter un blog. On peut être influent sur Instagram par exemple sans forcément avoir un blog. Donc, soit on nous consulte pour une campagne de relations presse et relations d'influence, et donc on va gérer aussi ces relations avec les influenceurs. Si ce n'est pas le cas, si l'entreprise gère elle-même les relations avec les influenceurs ou si elle fait appel à des consultants en communication digitale, eh bien, on va travailler nécessairement main dans la main avec les responsables de cette communication digitale pour pouvoir coordonner au mieux les actions de relations presse et les actions de relations avec les influenceurs. Un petit exemple, on va de façon générale donner une exclusivité de l'information aux journalistes. Si une information est déjà sortie et est déjà traitée par des influenceurs, souvent elle va être moins exclusive et les journalistes auront moins d'intérêt pour cette information. Donc ça, c'est une chose importante et vous allez voir d'ailleurs que les attentes des journalistes et les attentes des influenceurs ne sont absolument pas les mêmes. Donc, rapidement, les attentes des journalistes, on va y revenir, c'est tout simplement de recueillir et de traiter des informations qualifiées en lien avec leur ligne éditoriale, si c'est un média généraliste, si c'est un média spécialisé, grand public ou professionnel, ils ont des attentes bien spécifiques et une ligne éditoriale bien particulière. Ce qui va les intéresser aussi forcément, et vous vous en doutez, c'est l'aspect nouveauté, l'actualité, l'innovation, tout ce qui entraîne une rupture finalement et permet de faire un focus sur tel ou tel sujet. Et ce qui prime chez le journaliste, c'est bien sûr son métier, l'éthique de son métier. Un journaliste est libre d'écrire ce qu'il souhaite, dans la limite, bien sûr, de la ligne éditoriale du média et de ce qui est entendu au sein de la rédaction, mais il est libre de traiter votre information, de ne pas la traiter. Il est libre d'aller chercher des compléments d'information par ailleurs. Donc ça, c'est vraiment ce qui prime, cette liberté de la presse. Et il faut connaître ces règles du jeu pour pouvoir travailler avec eux. Les influenceurs, ils ont des préoccupations bien particulières, ils ont une communauté à animer. Ils doivent créer du contenu pour cette communauté. Ils ont aussi besoin de s'associer à des marques en affinité. Ils ont besoin d'aimer certaines marques et de travailler avec elles. Donc, ça passe parfois par des partenariats. Ils ont besoin aussi de faire bénéficier leur communauté d'avantages, des réductions chez une marque, des avant-premières. Et parfois, ils ont besoin, envie, de monétiser des partenariats. Et donc, on passe dans ce qu'on appelait le paid media tout à l'heure. Donc, vous voyez que les journalistes et les influenceurs sont deux publics différents qu'on va gérer différemment et la plupart du temps séparément. Donc, je vous propose de revenir sur le terrain des relations médias et des relations presse avec les médias d'information. Je te passe la main si tu veux bien, Benoît. Oui. Bon, alors pour la plupart d'entre vous, vous allez voir que sur la présentation des médias d'information, finalement, c'est une image qui est relativement connue. On peut présenter les médias de différentes manières, donc des médias avec des canaux différents. Les médias print, donc c'est la presse papier que vous pouvez acheter ou recevoir sur abonnement chez vous. La presse online, principalement sur Internet, que ce soit des pure players, donc uniquement sur Internet, ou des sites Internet de médias. La presse audiovisuelle, donc TF1, France 3 et j'en passe. Et podcasts, donc qui vont être les radios ou autres. Pourquoi découper les médias en fait sur ce type de présentation? Vous allez voir après, c'est que les contraintes qu'ils peuvent avoir sont différentes et donc les façons de les toucher vont être différentes aussi. Des médias ont aussi des publics cibles différents. Vous avez des médias pour le grand public, comme la presse quotidienne régionale par exemple, une presse professionnelle, donc qui va avoir un objectif principalement B2B, et des médias spécialisés, alors qui peuvent être B2B et B2C, en fonction de la spécialité. Un magazine, par exemple, sur les échecs,
peut s'adresser aussi bien à une cible finale, donc à une cible client B2C, à des joueurs d'échecs, mais aussi à tout le microcosme professionnel qui peut tourner autour de ce secteur d'activité. Donc c'est un exemple parmi d'autres. Pour cibler ces médias, il faut les toucher de façon très précise aussi. Et ensuite, la couverture géographique. Alors, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas non plus de la même manière quand on va cibler de la presse nationale. La presse régionale, quand par exemple l'entreprise est dans cette région en particulier, ou une presse régionale dans laquelle, par exemple, une entreprise va s'implanter ou va arriver. Donc, c'est vrai que pour tous ces médias, ou tous ces types de médias, on va avoir des stratégies d'approche qui sont différentes. Pourquoi? Parce que déjà, tous ces médias ont des contraintes différentes. Vous imaginez que la presse print, on va prendre comme exemple Midi Libre, on va parler à tout le monde, vous avez encore plus d'une centaine de journalistes à la rédaction, donc ils ont des contraintes assez fortes de spécialité rédactionnelle pour certains d'entre eux, de réunions de rédaction qui commencent à des heures précises, de temps de bouclage à d'autres moments, et c'est vrai que tous ces moments-là, ça implique des façons de communiquer avec eux précises. On évite de les contacter par téléphone à des heures où ils seraient en train de faire autre chose. On va essayer de cibler ou de préparer une conférence de presse à des heures où on sait qu'ils seront plus disponibles que d'autres. Par ailleurs, sur la presse Internet, on va partir du principe que ces personnes auront peut-être un peu moins de facilité à se déplacer. Donc l'idée, ça va être de communiquer avec eux beaucoup plus facilement par téléphone, sur les réseaux, leur envoyer ou préparer un maximum d'éléments, finalement, parce qu'ils vont peu pouvoir se déplacer. L'audiovisuel également, en général, on va peu faire venir, pour parler de façon très concrète, on va peu faire venir un journaliste de France 3, par exemple, à une conférence de presse, où finalement la qualité des images qu'il pourrait prendre sur place serait assez faible. Et donc finalement, son intérêt à venir va être beaucoup moindre de venir à une conférence de presse que si on lui propose, par exemple, une visite d'entreprise ou d'autres petites choses. Donc, il faut toujours apporter quelque chose aux journalistes qui sont en lien avec ces différentes contraintes. Voilà, ils ont également des besoins différents. Pour terminer peut-être là-dessus sur la partie radio, on a géré avec Karine il y a quelques années les relations presse de la grande semaine d'endurance du ZES, qui est une course hippique. Et par exemple, les journalistes qui venaient pour France Bleu, par exemple, venaient pour faire du son, notamment dans les box des chevaux, parce que c'était intéressant pour eux, évidemment, de pouvoir retranscrire au public. Donc, on ne faisait pas vraiment les relations presse des chevaux, mais c'est pour vous dire qu'il peut y avoir des petites choses, des petites spécificités qui sont super intéressantes à mettre en place. Il faut toujours y penser quand on s'adresse à un influenceur particulier. Pour les différentes cibles, donc un média grand public ou un média de presse professionnelle, en général, on va y revenir tout à l'heure, on cible ces journaux, ou en tout cas on cible ces médias dans un premier temps par l'envoi d'un communiqué de presse. Et même si le communiqué de presse, généralement, dit la même chose, c'est-à-dire que si vous reprenez les grands éléments d'information d'un communiqué de presse, adressé à une cible grand public, ou à un média grand public, ou adressé à un média de presse professionnelle, vous allez grosso modo retrouver les mêmes infos, mais pas présentées de la même manière. Vous allez à chaque fois sur le communiqué de presse avoir peut-être un titre différent, qui va accrocher le journaliste de façon différente, qui va tout de suite lui donner un angle différent possible pour sa cible. Et là, vous allez aussi multiplier en tout cas les retombées potentielles parce que le journaliste il verra tout de suite un intérêt. Alors que si vous envoyez le même communiqué de presse, par exemple, à une cible grand public, enfin en tout cas un média grand public et un média spécialisé, et bien vous risquez d'être bloqué ou, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on reçoit 100 à 150 communiqués de presse par jour, on a quelques secondes ou quelques minutes pour lire un titre. Si le titre ne plaît pas, et bien finalement on passe à autre chose. Voilà, idem pour la couverture géographique, où si vous faites les relations presse à Montpellier, une boîte qui fonctionne, dans le titre, vous allez faire un gros cocorico sur la boîte montpelliéraine qui cartonne au niveau national, par exemple. C'est un petit détail, mais c'est un petit détail intelligent qui va donner l'envie aux journalistes de mettre en avant cette entreprise. Donc voilà, chaque média ou chaque type de média a ses contraintes et il y a des façons de les toucher qui lui sont particulières en tout cas. Voilà pour les médias d'information. Alors pourquoi une stratégie de relations médias? On a commencé à l'aborder
vous voyez que sur déjà une problématique aussi simple que les différents types de médias existants, on peut se poser énormément de questions sur comment les toucher, quel travail commencer à faire pour maximiser ses chances de donner envie à un journaliste d'écrire sur nous. Alors, bien sûr, quand on est né au moment de la question de quels journaux je vais toucher, on s'est posé beaucoup d'autres questions avant, notamment quels sont nos objectifs. Et les objectifs peuvent être très différents. Ça peut être des objectifs de notoriété. Alors évidemment, dans un premier temps, ce que va attendre le client de son agence de relations presse, c'est d'avoir un maximum de retombées. Donc d'avoir des articles dans la presse papier, d'avoir des articles sur Internet, peut-être des interviews à la radio et à la télé. Ça, évidemment, on est là pour ça. Et en tout cas, dans une stratégie de relations presse où on va parler que des journalistes, c'est d'offrir à l'entreprise ou d'obtenir pour l'entreprise un maximum de retombées. Et ça, c'est un objectif, j'allais dire, à court terme. C'est quels sont les objectifs finaux de cette entreprise. Si une entreprise vient nous voir en nous disant, voilà, j'ai envie de paraître dans les médias pour vendre mes produits, peut-être que notre premier conseil, ça va être de lui dire que ces actualités peuvent être adaptées à une stratégie média, mais peut-être que les retombées qu'il obtiendra via notre travail ne seront pas à la hauteur, ou en tout cas dans cet objectif, pour lui, de vendre plus de produits en ligne. Par contre, si c'est pour augmenter sa notoriété, si c'est de relayer une actualité promotionnelle, ça peut l'amener à vendre des produits. Donc, il faut toujours se poser la question de l'objectif. La stratégie va en découler. Quelle cible? Ben là aussi, hein, si on s'adresse, par exemple, on va reprendre l'exemple tout à l'heure de la grande semaine d'endurance d'Uzès, qui était finalement une course hippique. Quand on a ciblé en fait les médias à qui on allait transmettre l'information, il y avait 3 types. Il y avait des médias grand public, donc essayer de sensibiliser le grand public à l'événement, le faire venir sur place. La presse professionnelle, parce que finalement l'endurance à cheval, c'est assez particulier, hein, c'est des courses très longues, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Donc c'est vraiment une cible de passionnés, donc il fallait également la toucher. Et une presse plus économique pour amplifier les retombées de la presse régionale. Donc il faut toujours être au courant, toujours travailler ces cibles. Si vous restez sinon sur quelque chose de tout venant, vous allez envoyer des communiqués de presse à beaucoup de monde et vous allez vous épuiser finalement à faire des relances qui ne vont pas marcher. Quel message? Alors là aussi, on peut se dire que le message finalement il est assez simple. On connaît son entreprise, on connaît son actualité. Et là encore, chaque message doit être adapté à la personne à qui on l'envoie. On parlait de journalistes, d'influenceurs, mais même dans les médias, il peut y avoir plusieurs cibles journalistiques. On peut l'envoyer à un journaliste classique, on peut l'envoyer à un rédacteur en chef, et finalement, l'accès à ces personnes va être un petit peu différent. Ils ne vont pas être interpellés par la même chose. Donc, le message à faire passer, il est relativement bref, direct. En général, un communiqué de presse, c'est une page, voire 2 grands maximum, et l'essentiel doit être dit, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont que quelques secondes ou quelques minutes pour se faire une idée. Les médias, pour les relayer, on les a vus tout à l'heure. Quand et comment, et c'est là qu'effectivement, il y a beaucoup de contraintes. Hein. On parlait de contraintes de la presse quotidienne régionale. Donc évidemment, on ne va pas cibler les journalistes trop tôt. On va leur proposer des conférences de presse qui se déroulent en fin de matinée, qui se terminent peut-être par un petit apéro ou un petit déjeuner, histoire de maximiser leur temps de présence sur place, leur permettre de déjeuner, donc de gagner un petit peu de temps pour qu'ils restent un petit peu plus de temps avec nous, et de se dire qu'il faut qu'ils aient tous leurs éléments pour le soir même, parce que dans la presse quotidienne régionale, notamment, ils vont devoir rendre leur papier pour le lendemain. Donc, toutes ces petites techniques, elles sont importantes à prendre en compte et elles sont très différentes selon les médias. Un média qui va avoir un bouclage, un mensuel ou un bimestriel, par exemple, il faut savoir qu'il boucle souvent pour sortir le premier jour du mois, il va boucler grand maximum vers le 20 du mois précédent. Donc, si vous voulez être sûr de les toucher, ben, il faut prévoir de communiquer bien en amont de ces périodes de bouclage. Le budget, eh bien, écoutez, le budget, il est, c'est finalement très simple et très complexe à construire. On peut partir avec des budgets très abordables pour des relations presse ponctuelles ou des relations presse sur quelques mois, où finalement la construction d'un budget de relations presse,
c'est le temps de travail des attachés de presse principalement. Donc, on a tous un TJM en région qui se situe autour de 500 € hors taxe par jour. Et on va travailler sur une opération de relation presse, par exemple, qui va vous expliquer qu'on a besoin d'une demi-journée pour la rédaction du communiqué de presse, une journée pour nos relances, une journée pour la revue de presse, etc. Et donc, on construit les budgets de relations presse sur cette base de travail. Et je pense que Karine a prévu de vous en parler un petit peu plus tard. Alors, quelle actualité lancer? Alors, vous vous en doutez, c'est vrai que toutes les actualités ne sont pas aussi intéressantes. Souvent, un chef d'entreprise va avoir une idée un petit peu fausse de la puissance de son actualité, parce qu'évidemment, pour un chef d'entreprise, son actualité est la meilleure, et souvent il a du mal à comprendre pourquoi ses concurrents peuvent passer dans un média et pas lui. Pourquoi finalement le journaliste qu'il a essayé de contacter de son côté ne souhaite pas donner suite à une actu. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de choses. Il faut comprendre qu'une actualité, elle peut être intéressante pour vous, mais par contre, elle va tomber noyée parmi beaucoup d'autres chez le média. Donc, il faut tomber au bon moment. Il faut savoir que toutes les actualités ne sont pas sur un pied d'égalité. On peut lancer un produit, avoir une innovation, l'inauguration d'une unité de production. Tous ces éléments-là, en fait, on ne communique pas de la même manière, mais peuvent susciter un intérêt chez les médias. Une levée de fonds, des résultats annuels qui vont intéresser plutôt la presse économique. Pareil pour les nominations, une nouvelle gouvernance ou plus simplement un anniversaire, et souvent aussi de la gestion de crise. Là, vous allez avoir des actualités qui nécessitent souvent l'accompagnement d'un professionnel pour être maximisées. Et il faut savoir que d'autres actus, on en parlait tout à l'heure, des actus plus promotionnels ou un peu trop brutes, vont avoir tendance à rebuter les médias qui vont nous renvoyer ou qui peuvent nous renvoyer à ces moments vers leurs services publicitaires s'ils en ont. Alors, s'adapter aux médias, bon, j'en parle depuis le début, c'est un petit peu ça, donc selon les délais de bouclage et toutes les contraintes qu'ils peuvent avoir de leur côté, mais pas que. On s'adapte aussi par les médias en anticipant quels vont être leurs besoins. Alors, par exemple, chaque été, on peut penser que le mois de juillet et le mois d'août sont des moments un petit peu délicats en fait, pour les médias. Évidemment, ils sont en vacances comme tout le monde. Mais si on a cette opportunité ou la possibilité d'anticiper sur les sujets de rentrée, par exemple, un marronnier, c'est ça, c'est un sujet qui va revenir tous les ans et tous les ans à la même période. Je prenais la rentrée comme exemple, mais j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, Noël, les vœux, etc., où on sait que chaque année, tous les médias vont faire les choux gras sur des actualités qui sont exactement les mêmes tous les ans. Pourquoi? Parce qu'évidemment, ils sont là pour donner aussi au public ce qu'ils attendent. Donc les marronniers, il faut les préparer. Si vous souhaitez faire une prise de parole à l'occasion des vœux, il ne faut pas le prévoir au mois de janvier, il faut le prévoir dès le mois de décembre pour pouvoir le faire au mois de janvier. Pareil pour la rentrée, si vous avez des produits à vendre ou des choses à dire aux familles qui vont avoir une rentrée, il faut le préparer également avant. Voilà pour les sujets récurrents. Oui, si tu permets, Benoît, je pense à la rentrée scolaire. Nous avions été contactés un mois de juin, je crois, par un client pour un produit qui était censé intéresser les journalistes à la rentrée, puisqu'il s'agissait d'un petit tampon encreur destiné à marquer les vêtements des enfants. Et nous contacter en juin, on a accepté le dossier, mais en mettant en garde le client et en lui expliquant que déjà, on avait raté des opportunités, notamment dans des mensuels ou des trimestriels, pour qui l'actualité arrivait trop tard. Donc, on a accepté le dossier en lui disant on va cibler des hebdomadaires, on va cibler des quotidiens, mais pour tel ou tel type de médias, ça sera malheureusement trop tard. Ceci étant, c'est un produit qui a bien fonctionné. Mais prévoir la stratégie, c'est aussi prévoir une stratégie dans le temps et pouvoir effectivement répondre aux besoins des médias. Alors, quels outils pour les relations presse? Je pense que la plupart d'entre vous sont des professionnels de la communication ou en tant que chef d'entreprise ont peut-être déjà utilisé ces outils. Donc, vous avez l'outil de base, le communiqué de presse, qui est là pour synthétiser une actu
Donc là, on retrouve sur votre gauche les clients, justement, Cleanville, de l'IMT. À quoi sert le communiqué de presse? À plusieurs choses. D'une part, ça va être un outil très synthétique. Donc, vous voyez, je vous disais tout à l'heure qu'un communiqué de presse, c'est souvent sur une page. Celui-ci est sur 2 pages. C'est un grand maximum, mais il y avait beaucoup d'actualités sur celui-ci à transmettre. Même si c'est une actu principale qu'on essaie de décliner au maximum. Quel est l'objectif du communiqué de presse? Principalement, c'est d'attirer et de convaincre le journaliste en quelques minutes. On va envoyer ce communiqué de presse à la cible qu'on aura définie. Et le titre déjà du communiqué de presse va retenir ou non l'intérêt du média. Donc, travailler sur le communiqué de presse, travailler énormément sur le titre d'accroche, c'est un gain de temps très important pour les relances qui vont suivre et qui sont le plus gros du travail des attachés de presse de façon générale. Donc, pourquoi ça fonctionne en fait? Le communiqué de presse, déjà, c'est une source d'information qui est reconnue par les journalistes. Ils s'attendent à recevoir un communiqué de presse plutôt qu'un simple email ou un coup de fil sans base finalement autre que cette prise de contact. C'est un message qui est préparé, qui est structuré avec un titre, une introduction, différentes informations, un contact presse pour permettre aux médias de vous recontacter. Donc finalement, c'est quelque chose de très figé et vous le voyez très rapidement sur le côté. En fait, en quelques secondes, on identifie qui communique, qui contacter, la date et le type d'information qu'on y retrouve. C'est important de le rédiger aussi de façon professionnelle, journalistique. On n'est pas là pour faire non plus trop de cocorico, de mettre des superlatifs à tous les niveaux pour dire que le produit ou l'actualité est la meilleure du monde. Au contraire, on doit être là pour proposer une actu réfléchie. Alors, rien n'empêche effectivement de lui donner un angle ou un rédactionnel attrayant pour le journaliste, mais on va éviter d'en faire trop au risque de le dégoûter et de faire ce que je vous disais tout à l'heure, de renvoyer finalement ce communiqué assez vite à la partie publicitaire parce que finalement le journaliste ne trouve pas d'angle plus informatif ou plus éditorial pour ses lecteurs. Donc à vos couleurs, évidemment, c'est un message promotionnel malgré tout, promotionnel pour le média, c'est-à-dire qu'il doit identifier votre entreprise. Et à défaut, si le journaliste ne va pas écrire peut-être directement sur votre entreprise, il aura une connaissance et vous pouvez être sûr que la plupart du temps, quand l'information les intéresse mais qu'elle n'est pas traitée, le communiqué de presse va être conservé, archivé et repris dans les mois ou dans les années qui vont suivre. Voilà. En ce qui nous concerne, on le met également en ligne sur un espace presse, ce qui permet aussi d'optimiser les retours. Et on peut avoir des retombées presse qui arrivent plusieurs semaines ou plusieurs mois, très régulièrement, après la sortie d'une actualité ou après les relances qu'on peut en faire. J'ajoute effectivement que là, nous avons pris l'exemple du communiqué d'une start-up. Il existe aussi des communiqués très, très différents selon le secteur d'activité dans lequel on évolue et les médias aussi auxquels on s'adresse. Je pense notamment à des communiqués de presse plus axés produits grand public, par exemple, qu'on va adresser à la presse féminine, un autre exemple. Eh bien, on sera sur des communiqués beaucoup plus visuels avec une mise en avant des produits, un peu moins de texte, mais beaucoup plus de visuels. Donc là aussi, on va s'adapter au contexte, au secteur d'activité et aux médias qu'on va cibler. Alors, un autre outil, Benoît, c'est bien sûr le dossier de presse. Alors, le dossier de presse, ça peut être un gros morceau. Enfin, c'est souvent un gros morceau quand on conseille à une entreprise de le faire. Alors, c'est souvent des entreprises de taille un peu plus importante. Ou alors, on l'appelle note de presse quand finalement, on n'est que sur 4 ou 5 pages au lieu de plus d'une dizaine. Donc, un dossier de presse, en général, c'est autour de 10 pages, un peu plus. Ça peut être beaucoup plus sur des entreprises de taille plus importante et qui ont énormément d'actualités, un gros passif, un gros historique, des grosses équipes à présenter, etc., etc. Donc, le dossier de presse, c'est une image précise de l'entreprise à un temps T. En général, donc, quand l'entreprise n'a pas de dossier de presse, ça permet en fait, en tout cas, de faire tout ce travail de rédactionnel, donc d'interviewer le chef d'entreprise, de récupérer sa charte graphique, d'essayer de comprendre qui est cette entreprise. On va mâcher le travail du journaliste. C'est-à-dire qu'on va maîtriser une information à 100% et on va pouvoir, une fois que le communiqué de presse aura attiré l'œil du journaliste, l'aura intéressé, lui dire mais écoutez, on a beaucoup plus,
on a un dossier de presse qui reprend pratiquement tous les éléments importants de l'entreprise, des chiffres clés, des embauches, une stratégie, présenter les personnes clés de l'entreprise également, etc., etc. Donc, on va y retrouver énormément de choses. C'est souvent un gros travail qui peut nécessiter de grosses journées de travail pour aboutir à quelque chose d'intéressant, mais qui peut faire gagner un temps important. Quand on accompagne un client à l'année, en général, la première mission, c'est de commencer à rédiger le dossier de presse. Et ce dossier de presse, finalement, on va le mettre à jour s'il y a des nouvelles actualités pendant l'année, mais on aura un outil qu'on pourra envoyer en direct très rapidement à tous les journalistes qui en ont fait la demande. Donc c'est un investissement en temps et financièrement aussi un petit peu évidemment, mais par contre c'est un gros gain de temps d'avoir un outil important dans lequel on maîtrise entièrement l'information. Et vous pouvez être sûr qu'un journaliste qui reçoit un dossier de presse complet, intéressant, va avoir tendance à faire un papier sur votre entreprise beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important en taille que si vous n'en avez pas, parce que finalement, il n'aura pas à chercher l'information, il n'aura pas à creuser, il n'aura pas à nous appeler, et il n'aura pas non plus besoin de passer trop de temps au téléphone avec le chef d'entreprise, parce qu'il aura tout sera déjà prêt, il aura tout sous le coude. Donc c'est important, ça ne l'est pas tout le temps, mais d'avoir une note de presse ou un dossier de presse plus important que le communiqué, ça fait quand même gagner sur la qualité des retombées presse que vous pouvez attendre. Et évidemment, ce n'est pas une plaquette commerciale, c'est-à-dire qu'on n'est pas là non plus pour redonner des informations via le public. Si votre entreprise vend des produits, vous n'êtes pas là pour donner une plaquette et vendre ces produits à un journaliste. On s'adresse à un journaliste et on ne s'adresse pas non plus à son propre client final. Donc on donne des infos pour le journaliste qui lui-même va s'adresser à notre client final. Et ce n'est pas du tout la même chose. Oui, et le dossier de presse, c'est un vrai document de travail du journaliste, tu l'as dit Benoît, et qui va lui servir sur le long terme aussi. Imaginons que vous conviez un journaliste à une conférence de presse pour le lancement je sais pas, d'une nouvelle unité de fabrication. Vous êtes une entreprise industrielle. À cette occasion, vous lui remettez un dossier de presse institutionnel et quelques mois plus tard, eh bien, il a un sujet à traiter sur l'impact environnemental de l'industrie dans le département. Eh bien, il garde en tête votre dossier de presse et il se souvient que vous avez fait des efforts en la matière dans votre entreprise en termes de réduction d'impact sur l'environnement. Eh bien, il va se replonger dans votre dossier de presse, retrouver le contenu qui concerne cette actualité en particulier, cette information en particulier, et revenir vers vous 6 mois après pour que votre entreprise soit un exemple dans son dossier sur l'impact environnemental. Donc, c'est un vrai document de travail à moyen et long terme, ce dossier de presse. Alors, un peu plus rapidement sur les outils suivants, mais qui sont aussi importants, qui peuvent être des opportunités de prise de parole pour les entreprises. La tribune. La tribune, c'est un texte bien particulier. C'est souvent soit un point de vue d'expert, parce que vous êtes dirigeant d'une entreprise, vous êtes expert dans votre secteur, et un média a besoin de ce point de vue-là, ou alors pour prendre position, réagir face à l'actualité. C'est souvent le cas notamment des ONG, par exemple, ou des regroupements d'ONG qui prennent position, qui prennent la parole dans les médias pour donner un point de vue. Le principe de la tribune, on vous a dit tout à l'heure que le communiqué de presse, c'était la base, mais que le journaliste s'en sert, parfois beaucoup, mais parfois un peu moins. Et puis, en tout cas, il produit son propre contenu et son propre article. Ici, c'est un texte qu'on propose à un média en particulier pour qu'il soit reproduit intégralement. Donc, on va démarcher un média qu'on va sélectionner parce qu'il nous paraît pertinent et parce que notre tribune est en phase avec la ligne éditoriale de ce média. Et on va proposer à ce média une tribune d'experts. Vous avez un exemple à gauche d'une tribune récente qui a été proposée par un de nos clients aux Éco-Solutions, par exemple, sur l'art d'innover chez les entrepreneurs.
eh bien, on aurait pu aussi la proposer à d'autres médias comme Madines ou le Cercle Les Échos ou autres. Donc, on choisit un média, on se renseigne sur sa charte éditoriale, parce qu'on a souvent des contraintes en termes de longueur de texte, par exemple, notamment, ou de construction de texte, et puis on lui soumet cette tribune, bien sûr, qui peut être acceptée ou pas acceptée. Mais en tout cas, ça permet notamment à l'entreprise de communiquer lorsqu'on n'a pas forcément une actualité majeure. On n'est pas dans une période où on a prévu de sortir un nouveau produit, on n'a pas d'investissement particulier, mais on a cette expertise qu'on a la possibilité de partager. Donc, la tribune, ça peut être une bonne opportunité de prendre la parole lorsqu'on n'a pas d'autres actualités. Bien sûr, vous pensez tous, lorsque vous parlez de relations presse, à la fameuse conférence de presse ou à un événement presse, un événement où on rencontre les journalistes. Là, vous avez quelques photos d'un point presse, d'un workshop qu'on a organisé il n'y a pas très longtemps avec les stations de sport d'hiver des Alpes du Sud, auxquelles on pense beaucoup en ce moment d'ailleurs. Un événement presse, c'est bien sûr une belle occasion parce qu'on prend le temps de rencontrer des journalistes. Hein. On est en direct, on peut répondre aux questions des journalistes, on partage un temps avec eux. Donc, c'est vrai qu'après, ce qui ressort de ces moments d'échange avec les journalistes, c'est forcément qualitatif et on va au-delà d'un simple envoi de communiqué de presse. Le plus connu de ces événements presse, c'est la conférence de presse. Pourquoi on organise moins de conférences de presse? Parce que c'est un événement qui prend du temps aux journalistes. Et les rédactions sont de plus en plus réduites. Hein. Les médias jouent les économies et réduisent leur rédaction. Donc, les journalistes ont de plus en plus de travail individuellement et de moins en moins de temps à consacrer aux conférences de presse. Donc, c'est du temps pour se déplacer à une conférence de presse, le temps d'assister à une conférence de presse qui va durer quoi, 1 heure, plus une séance de questions-réponses. Donc, la conférence de presse doit être réservée vraiment à une actualité d'exception. Hein. Soit parce que on sort un produit particulièrement innovant, mais quand on parle de produits innovants, c'est une vraie rupture, soit parce que on va présenter la nouvelle édition d'un événement qui est attendu par tout le monde et on a besoin de connaître le programme et la programmation de ce nouvel événement, soit parce qu'on est une entreprise reconnue et qu'on va accueillir le nouveau président ou le nouveau directeur général et que c'est le moment pour pouvoir le présenter physiquement et pour qu'il puisse déjà s'adresser aux journalistes. Mais ça doit vraiment être réservé à des moments très forts, cette conférence de presse, pour être sûr d'avoir un minimum de journalistes présents. Alors, avec ces périodes de confinement que nous avons vécues, ça nous a contraints, et les entreprises et les agences de relations presse, à repenser le format des conférences de presse et à proposer des conférences dématérialisées, avec pas mal de succès parce que finalement, on répondait aussi à cette fameuse contrainte de temps des journalistes. Finalement, ils n'ont pas de déplacement, donc c'est plus facile pour eux de se connecter sur une conférence dématérialisée. Des points positifs aussi qui ont été notés, notamment la possibilité pour eux, par le chat et de façon privée, de poser leurs propres questions sans forcément les poser à toute l'assistance. Donc, il y a des points positifs. Malgré tout, il y a aussi ce qui est constaté, c'est l'envie quand même du contact direct, de pouvoir échanger, de pouvoir regarder voilà, de pouvoir être présent physiquement face aux personnes. Ça reste un manque hein, pour les journalistes comme pour nous tous. Donc, les conférences dématérialisées, je pense, vont se poursuivre peut-être justement pour des moments peut-être un peu moins importants, pour toucher aussi, sur des événements, j'allais dire hybrides, c'est-à-dire une conférence de presse qui a lieu physiquement, mais qui est tout de même retransmise de façon dématérialisée pour toucher des journalistes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer, notamment des journalistes des médias nationaux. Si on organise une conférence de presse ici à Montpellier, qu'elle intéresse les médias nationaux, eh bien c'est un bon moyen finalement
d'inviter physiquement les journalistes en région et puis de convier en ligne les journalistes des médias nationaux. Donc, je vais un peu rapidement sur cette notion de conférence de presse. On pourra peut-être répondre plus tard à vos questions. Mais il y a d'autres moyens aussi de rencontrer la presse, faire des points presse sur des événements, sur des salons par exemple, hein, profiter de salons professionnels et de journalistes que j'appelle captifs, parce qu'ils ont choisi de s'inscrire à tel ou tel salon, et bien profiter de la présence de journalistes pour organiser des petits points presse sur un stand notamment. Organiser une visite de presse au sein de son entreprise. On parlait tout à l'heure d'inauguration d'une nouvelle unité de fabrication. Je me souviens d'avoir organisé notamment une visite d'une nouvelle unité de fabrication dans une boulangerie industrielle ici dans l'Hérault. Là, les journalistes de la presse spécialisée nationale se sont déplacés parce que c'était vraiment leur cœur de métier, leur cœur de cible. Et donc, visiter une nouvelle structure d'envergure sur leur cœur de métier, eh bien oui, ils se déplacent et viennent visiter cette entreprise. Mais ça demande une préparation, une disponibilité aussi sur place des principaux dirigeants d'entreprise. Donc, ça demande beaucoup d'anticipation et de préparation. Puis, si on choisit vraiment d'organiser un voyage de presse, de convier plusieurs journalistes pour la découverte de cette même unité ou alors d'un terroir, la dégustation d'une nouvelle AOC dans le vin, par exemple, eh bien là, il va falloir avoir d'autres moyens et pouvoir prendre en charge, par exemple, tous les frais de déplacement, d'hébergement des journalistes. Donc là aussi, c'est aussi une réflexion sur est-ce que j'ai intérêt à investir un budget conséquent dans un voyage de presse, qu'est-ce que je peux en retirer, hein, qui peut justifier le choix de partir sur un tel budget. Donc, en tout cas, les événements presse sont toujours des moments forts. Et lorsqu'on organise un voyage de presse, les retombées sont généralement importantes parce qu'on a fait partager une expérience aux journalistes, on a pris le temps de répondre à leurs questions spécifiques, et si on les a accueillis de façon correcte et chaleureuse et en étant très transparent sur l'information, eh bien, généralement, on a des retombées et surtout, on a constitué des liens qui vont durer dans le temps, hein. Donc, c'est des liens qui vont être entretenus. Alors, rapidement, si on prend une action de relation presse type, comment ça va se passer pour nous et pour l'entreprise? Quelles sont les grandes étapes d'une action de relation presse? Vous l'avez compris déjà à travers ce qu'on a pu dire, on a une étape de sélection des médias, selon l'action, peut-être à l'échelon régional ou à l'échelon national, voire international. Donc, sélectionner les médias et au sein de ces médias, les bons journalistes qui vont être intéressés par l'information. On va ensuite travailler sur les supports de l'action de relations presse, rédaction d'un communiqué de presse, ça peut être juste ça, rédaction aussi peut-être d'un dossier de presse. Si on a prévu d'organiser une conférence de presse, rédaction d'une invitation à cette conférence de presse. Donc là, on travaille sur le contenu, la rédaction et puis sur l'habillage graphique, bien sûr, des documents. Si on est sur une opération de relation presse, de découverte d'un nouveau produit, on aura peut-être à mettre en place une opération de portage. Je vous parlais du tampon encreur tout à l'heure dans mon exemple. Eh bien, on va pouvoir faire livrer ce tampon encreur pour que les journalistes de la presse féminine puissent le tester sur les vêtements de leurs enfants. Donc, on va organiser une opération de portage, livraison d'échantillons du produit à une sélection de journalistes. Et si on est aussi dans une démarche de relation influenceur, une relation d'influenceur et d'influenceuse. On va ensuite, bien sûr, diffuser notre information, la plupart du temps par email. On envoie un communiqué par email. Il y a encore quelques journalistes qui, notamment dans les médias nationaux, qui demandent à recevoir des communiqués papier. C'est peut-être 5% de l'effectif, c'est rare. Mais par contre, quand un journaliste précise qu'il souhaite recevoir un communiqué de presse papier, il faut vraiment lui envoyer un communiqué de presse papier. Donc, une fois que cette information est diffusée, eh bien, on relance par téléphone le cœur de cible et puis on va être à la disposition pour gérer les relations, c'est-à-dire envoyer des informations supplémentaires aux journalistes,
les mettre en lien avec tel ou tel interlocuteur au sein de l'entreprise pour organiser une interview, par exemple. Donc tout ça se met en place, organiser des reportages si le journaliste souhaite se déplacer dans l'entreprise. Et bien sûr, au fur et à mesure des retombées, eh bien, on reste en veille sur ces retombées presse et puis on va permettre et trouver avec le client un moyen d'exploiter ces retombées presse et ça, on va vous en reparler tout à l'heure. Tout ça, bien sûr, s'étale dans le temps, hein, et donc on va pouvoir mener une action coup de poing assez rapidement sur une actualité qui est vraiment porteuse, très dans l'actualité, j'allais dire une information dans l'actualité. Régionale, par exemple, ça peut aller rapidement, et puis c'est une opération qui peut prendre du temps, jusqu'à 3, voire plus, 3 mois, si on est sur des médias nationaux, par exemple, avec notamment des rythmes de publication sur des mensuels, des bimestriels ou des trimestriels. On peut largement dépasser ces 3 mois. Alors pourquoi veiller les médias? Vous avez quelques exemples là de retombées médias. J'allais dire déjà en amont, les médias, pour bien les connaître, il faut s'y intéresser. Et pour connaître les journalistes et la spécialité des journalistes, il faut s'intéresser à leur contenu, à leurs articles. Donc ça, c'est une culture générale qu'il faut avoir. Et puis bien sûr, en aval, ça va nous permettre de repérer quelles sont les retombées générées par la campagne de relations presse et de les analyser, non seulement d'un point de vue quantitatif, combien de retombées on a eu, mais surtout de façon qualitative. Comment le journaliste a-t-il traité l'information? Est-ce que le message que l'entreprise a voulu faire passer est passé? Est-ce qu'il a été déformé? Et pour quelles raisons? Est-ce que le journaliste, est-ce que l'article permet de contribuer à une bonne réputation d'entreprise ou au contraire, est-ce qu'il y a quelque chose, une tonalité, la tonalité de l'article, est-ce qu'elle est positive ou pas? Si je fais tester un produit, eh bien, je peux me retrouver confrontée à une critique négative de ce produit. Alors, si je suis sûre de mon produit, il y a très très peu de risques. Malgré tout, je travaille un petit peu aussi dans l'édition. Lorsqu'on envoie un essai ou un roman à un chroniqueur ou à une chroniqueuse, eh bien, il ou elle peut ne pas apprécier le roman en question et on n'y peut rien. Donc là, ça fait vraiment partie de la liberté de la presse. Donc, essayez de voir quels sont le contenu des retombées médias pour éventuellement pouvoir réajuster la stratégie aussi. Donc, c'est important d'analyser précisément le contenu des retombées presse et d'en tirer le bilan pour réajuster, si besoin, la stratégie. Et puis, un point important, c'est la valorisation des retombées. On a envie, lorsqu'on a un bel article dans un média, de le partager avec son environnement en général, parce que ça va participer aussi de la notoriété de l'entreprise et de sa réputation, de sa bonne image. Pourtant, il existe des règles très précises sur l'utilisation des retombées médias. Les articles de presse, les reportages, audio, vidéo, sont soumis à des droits de diffusion et donc on ne peut pas faire n'importe quoi des retombées médias. Donc, on passe souvent par des prestataires de veille. Vous avez sur la droite de l'écran un exemple, une retombée presse dans la presse spécialisée, le journal de l'entreprise pour l'entreprise Auxilio. Et vous voyez que cette retombée presse est présentée de façon très très particulière. C'est un prestataire de presse, de veille de presse. Et donc, il est indiqué tout droit de reproduction réservé. Ça veut dire que je n'ai pas la possibilité de publier cette page, par exemple, de la partager sur des réseaux sociaux, de la mettre en ligne sur mon site, parce que l'article est soumis à des droits de diffusion bien précis. Donc, je sais qu'on a tendance, et on trouve beaucoup de retombées médias dans les réseaux sociaux, mais peut-être avez-vous vu sur Twitter, notamment récemment, une grande campagne menée par les journalistes et la rédaction de Midi Libre pour signaler toutes les utilisations abusives de diffusion de leurs articles. C'était une réaction pour alerter
les chefs d'entreprise, les élus aussi, les responsables de collectivités, de toutes les utilisations finalement frauduleuses, j'allais dire, des retombées presse qui sont faites de façon régulière, maintenant presque systématique, hein, sur les réseaux sociaux. On ne peut pas diffuser les articles comme on le souhaite. Bien sûr, l'avantage des médias en ligne, par exemple, et sur des versions qui ne sont pas réservées aux abonnés, c'est que vous pouvez partager les liens de vos articles de façon illimitée. Et ça, c'est un vrai avantage, hein, d'avoir des articles en ligne. En tout cas, j'insiste là-dessus sur les copyrights et les droits de diffusion parce que c'est quelque chose de très important et vous pouvez tomber sous le coup de la loi en utilisant de façon abusive les retombées médias. Tu nous dis quelques mots de la collaboration avec une agence, Benoît, et puis après on va répondre aux questions. Oui, oui. Bon, je crois qu'on arrive un petit peu au bout. C'est vrai qu'on a dépassé un petit peu sur l'heure prévue. Collaborer avec une agence RP, finalement, on n'est pas une agence non plus de relations presse parisienne avec 50 ou 100 collaborateurs. On est 4 associés. On peut avoir des coups de main sur des missions ponctuelles. Mais la façon de travailler avec nous, c'est finalement assez simple. Il y a 2 types de missions. Des missions qu'on appelle one-shot. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer une semaine, mais c'est des missions one-shot qui peuvent durer 1, 2 à 3 mois. Et si on va principalement accompagner l'entreprise sur une actualité en particulier, un lancement par exemple, ou un contrat annuel. Alors, tout dépend. Ça peut être une entreprise qui a déjà communiqué, qui connaît les relations presse et qui comprend le bénéfice qu'elle peut avoir à avoir ses attachés de presse à disposition. Donc, pouvoir réagir en cas de crise, mais parce qu'elle sait aussi également qu'elle va avoir 3, 4, 5 actus pendant l'année. Des fois, beaucoup plus encore. Toutes les actus ne méritent pas qu'on s'y attache trop et qu'on envoie un communiqué de presse à chaque fois. Mais ça peut être intéressant, en tout cas, d'avoir ces attachés de presse sur le pont toute l'année. Donc voilà, 2 types de façons de collaborer. Soit one-shot sur une mission qui est relativement bien définie et bien encadrée, soit sur un contrat annuel où finalement on s'adapte, on évolue, on réagit en fonction de l'actualité. On est proactif sur la diffusion d'actu qu'on peut conseiller. On est également proactif sur les tribunes dans lesquelles on peut essayer de faire participer nos clients, etc. etc. Donc tout dépend de l'entreprise, de sa volonté et aussi un petit peu effectivement de son budget. Merci à tous, merci de votre attention et bien sûr, nous pouvons répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les campagnes de relations presse. Alors du coup, je vais reprendre la parole. Une question. Oui. Il y a plusieurs questions qui ont été répondues un peu en direct. Là, on a une question donc, de Coralie Lefebvre qui remercie pour cette présentation et qui demande si vous pouvez donner un exemple de l'évolution de l'accompagnement pour une entreprise qui naît, développe son produit, puis le lance sur le marché. Les photos intégrées dans les supports peuvent-elles être réalisées par l'agence? Alors, les photos, je n'ai pas bien compris la question sur les photos. Les photos à intégrer, est-ce que c'est vous qui pouvez les réaliser ou est-ce qu'il voilà, il y a cette question-là. Et après, donner un exemple d'une évolution d'un accompagnement depuis une entreprise, pour une entreprise depuis la création d'entreprise jusqu'au développement, comment se déroule l'accompagnement? Il y a double question. Oui, je ne sais pas. Alors, on peut répondre rapidement là, sur l'histoire sur les photos, parce que c'est une réponse rapide. Effectivement, il y a deux cas de figure. Hein. Soit l'entreprise a ses propres photos, il a fait prendre ses photos, soit nous, on se charge de prendre les photos des produits, des dirigeants, de l'entreprise. C'est important cette question des photos parce que très très souvent, on s'aperçoit qu'il n'y a pas une anticipation sur les demandes de visuels et on se retrouve parfois avec des photos très pauvres ou très peu de photos ou de mauvaise qualité. Donc, il faut vraiment avoir des photos de qualité à fournir aux médias. C'est dans l'intérêt de tous. Les médias en ont besoin pour illustrer leurs articles. Et vous, il faut que les photos soient de bonne qualité, mettent en valeur les dirigeants d'entreprise, mettent en valeur les produits, mettent en valeur l'environnement de l'entreprise. Donc, il faut vraiment ne pas hésiter à investir dans une séance photo avec un photographe professionnel pour pouvoir fournir des visuels de qualité aux journalistes.
Alors, sur un exemple d'accompagnement, alors là, on peut peut-être se compléter les uns et les autres. Il n'y a pas de réponse type déjà, parce que tout dépend du secteur d'activité de l'entreprise et puis de ses objectifs. Mais l'accompagnement, on va dire, à la création de l'entreprise, elle va être avec un objectif très, très évident, ça va être de faire connaître alors, son innovation, ou en tout cas le pourquoi est créée cette entreprise, hein, son cœur de métier. Ça, et donc, très souvent, on va être sur le lancement d'une innovation, d'un produit, d'un nouveau service. Hein. Donc, ça va être ce type d'accompagnement-là. Et ensuite, l'accompagnement, ça peut être aussi, et j'oubliais, c'est important, l'accompagnement aussi à une levée de fonds, parce qu'on est de plus en plus dans cette dynamique de je lance mon innovation, donc on communique sur cette innovation, et puis très rapidement, j'ai besoin de lever des fonds, donc on va pouvoir aussi communiquer pour aider l'entreprise à être visible, notamment dans le B2B, dans des relations presse B2B, pour pouvoir susciter l'intérêt de financeurs privés, par exemple, de banques, de business angels. La question qui se pose aussi sur l'innovation, c'est quand communiquer. Est-ce que j'ai intérêt à communiquer tout de suite sur mon innovation parce que on est vraiment sur une rupture et j'ai besoin de la faire connaître très vite, ou au contraire, est-ce que j'ai besoin de préserver mon innovation pour éviter tout simplement d'être copié, de diffuser une innovation qui pourrait être copiée. Et dans ce cas-là, j'ai tout intérêt les premiers mois de mon innovation à ne pas communiquer dessus. Et puis lorsque j'ai déposé mes brevets, que je suis sûre de pas prêter, enfin de pas divulguer des informations techniques qui pourraient être reprises par les uns ou par les autres, et bien là, je peux communiquer sur mon innovation. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas d'exemple type, il faut vraiment connaître les contraintes et les objectifs de chaque entreprise pour savoir à partir de quand on peut commencer déjà à communiquer sur une innovation. Puis l'accompagnement, ça peut être effectivement accompagnement pour aider à lever des fonds, accompagnement au fur et à mesure du développement sur le lancement d'une nouvelle gamme de produits ou la construction d'une nouvelle unité de fabrication, on en parlait. Voilà, ça se dessine avec le client en fonction de l'évolution de l'entreprise. Oui, je vais peut-être donner aussi un exemple tout simple, hein, enfin, sans rentrer même dans une entreprise qui ferait de l'innovation, mais pour un hôtel, par exemple, qu'on accompagnerait sur l'année, on peut se dire qu'on peut faire une première prise de parole pour annoncer les résultats de l'année passée et prévoir en fait les investissements de l'année à venir, faire un petit communiqué de presse pour l'ouverture, prévoir un voyage de presse en amont de la période d'été, histoire de maximiser les retombées dans la presse loisirs, tourisme, annoncer une campagne plutôt sur de la presse B2C pour les séminaires, pour la rentrée, pour avoir une arrière-saison qui tourne. En cas de besoin, si on tombe sur une année aussi particulière que cette année, pouvoir réagir rapidement pour mettre en avant les mesures Covid, dire ce que fait l'hôtel, est-ce qu'il est ouvert, est-ce qu'il est fermé, etc., etc. Et pareil pour la fin d'année, est-ce qu'il y a des offres à pousser, est-ce qu'il prépare le bilan de l'année prochaine, prévoir une stratégie influenceur, etc., etc. Donc un accompagnement, ça peut être très différent selon le client, mais on trouve des temps de parole et on trouve des intérêts toute l'année en fait pour communiquer. Voilà, de façon très concrète sur un cas précis. Ouais, Ludivine, tu voulais ajouter quelque chose? Non, mais en fait, il y a une question là qui a été posée de Marine Chollet. Alors, des conseils, elle nous demande des conseils pour la création d'une base de données journalistes. Recommandez-vous d'acheter une base? Il est souvent compliqué d'avoir les contacts directs. Twitter peut aider, mais ne donne pas leur mail et numéro. Alors, là aussi, il y a deux choses. C'est vrai qu'on peut fonctionner à l'ancienne. Alors, quand je dis à l'ancienne, il y a quelques années, les bases de données n'existaient pas. Donc, à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on prend son téléphone, on appelle les différentes rédactions, on va au bureau de tabac, on regarde les médias qui nous intéressent, on recherche sur Internet et on se fait sa petite revue de presse, son petit listing presse, finalement, voilà, son fichier à l'ancienne. C'est très long. Par contre, c'est très précis. Vous allez avoir un fichier qui va être de qualité, qui va vous accompagner longtemps. Et vous serez d'autant plus performant quand vous allez appeler ces personnes-là, parce que vous aurez trouvé leurs médias, ce sera très précis. Par contre, ça va vous demander un temps monstre, et vous ne pouvez sûrement pas le faire pour tout le monde.
Donc aujourd'hui, évidemment, il existe des bases de données. Alors, celles-ci sont chères. Ça coûte, c'est des abonnements qui coûtent beaucoup plus de 1 000 € par an et qui vous permettent toute l'année de vous dire, en fonction de l'actualité, en fonction du thème, en fonction de la couverture géographique que vous voulez cibler, d'avoir accès à des bases de données médias. Alors, elles ne sont pas forcément très bien mises à jour, il faut les retravailler derrière, mais vous avez des façons de les générer vous-même, de les retravailler vous-même, et en tout cas de bien les retravailler avant d'envoyer vos communiqués de presse pour éviter d'envoyer, voilà, je parlais des médias spécialisés équestres, d'envoyer un communiqué de presse sur le cheval à quelqu'un qui ferait des yaourts, par exemple. Parce que là, vous allez l'embêter, et si vous ne faites pas attention, c'est vrai que souvent, ces listings ne sont pas forcément très performants. Il faut bien les travailler derrière. Mais évidemment, si vous voulez gagner du temps, il faut s'abonner à ce type de base de données. Il existe plusieurs grosses bases de données en ligne. Après, c'est souvent l'outil ou sa façon, son expérience utilisateur qui va faire que vous en préférez l'un ou l'autre. Mais voilà, ça fait gagner beaucoup de temps aussi, effectivement. Oui. Alors, c'est vrai qu'elles sont indispensables pour nous, pour les agences, ces bases de données. Par contre, ce n'est pas la solution idéale. Tu disais, Benoît, effectivement, qu'il y avait parfois des problèmes de mise à jour, même si on peut en direct demander des mises à jour. Ça demande une vérification malgré tout. Ça demande de passer du temps sur la sélection et aussi sur la vérification de la spécialité de tel ou tel journaliste. Il y a beaucoup de mouvements dans les médias. Et donc, les prestataires de bases de données essayent de mettre à jour un maximum, mais il y a quand même un temps d'inertie qui fait que derrière, on est obligé de travailler, d'être très fin sur la sélection dans ces bases de données qui sont très larges finalement. Il y a presque trop de monde. On parlait tout à l'heure de relations ciblées et qualitatives, c'est ça, hein, on ne va pas envoyer 500 communiqués s'il n'y a que 50 journalistes qui sont intéressés par notre info. Parce que le risque, si on envoie 500 communiqués à chaque opération, et au bout d'un moment, on va se faire blacklister, hein, repérer très rapidement et on ne voudra plus du tout de nos infos. Donc, il y a un gros travail sur ces bases de données, mais elles sont indispensables. Alors, j'ajoute quand même que le marché est occupé par très très peu d'acteurs. Ça s'est resserré ces dernières années et donc il est très très difficile aussi de négocier aujourd'hui les prix auprès de ces prestataires. Alors on a une autre question qui nous a été posée donc, par Pauline Faure. Donc je vous la lis. Donc, quel serait l'angle à adopter si une entreprise est principalement connue dans la presse et considérée comme experte pour une particularité, mais pas pour autant pour son activité principale, en souhaitant créer une stratégie avec pour objectif de mettre en avant l'expertise de son domaine d'activité. C'est-à-dire effectivement si l'entreprise est connue pour une certaine raison, mais derrière elle veut mettre autre chose en avant, quelle est la stratégie du coup à adopter? Alors, c'est une question. C'est vrai qu'il faudrait connaître un petit peu la spécificité de l'entreprise et connaître peut-être le pourquoi du comment. Pourquoi effectivement elle a été connue sur un acte précis. Peut-être qu'il s'est passé des choses à une époque, peut-être qu'il y a eu une actu qui a pu être négative, pas forcément négative, mais qui a entraîné un emballement médiatique qui fait que finalement l'entreprise a été connue pour autre chose que ce qu'elle aimerait finalement. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a abordés dans la présentation. Déjà, de refaire un dossier de presse et de prendre la parole régulièrement pendant l'année, je pense que ça amènera les journalistes à se reposer la question ou finalement à changer un petit peu l'image d'Épinal qu'ils peuvent avoir de cette entreprise en disant mais oui, telle entreprise, c'est aussi ça. Et effectivement, des fois, le côté original, ça peut être de communiquer sur une entreprise, sur son cœur de cible, auprès des médias avec un angle un petit peu, mais oui, telle entreprise, c'est aussi ça. Et finalement, d'avoir un angle un peu humoristique au départ, de redire, de refaire découvrir une entreprise que tout le monde connaît, finalement, à travers quelque chose de très simple, mais que les différents médias ou les différents journalistes auraient mis de côté. Donc, il y a plein d'angles différents et je pense que chaque cas est particulier. Ouais. C'est vrai que les veilles médias sont intéressantes dans ce domaine et je pense à un exemple que je donne souvent à mes étudiants parce que j'interviens à l'ISCOM et il y a un exemple très parlant de l'entreprise Canon il y a quelques temps qui avait fait le constat en faisant de la veille média que la plupart des retombées qu'ils obtenaient étaient des retombées produits, c'est-à-dire que tout le monde connaissait leurs produits.
Par contre, si on comparait aux retombées médias des concurrents, eh bien finalement, personne ne connaissait l'entreprise, l'histoire de l'entreprise. En fait, il y avait des retombées produits et quasiment pas de retombées corporate. Et ils ont fait le constat que finalement, oui, ils ne prenaient jamais la parole dans les médias pour parler de l'entreprise. Donc, ils ont décidé de renverser la vapeur et de communiquer sur l'histoire de l'entreprise, d'inviter, bon, c'est canon, hein, donc il faut garder toute proportion, mais en tout cas, d'organiser un voyage de presse au Japon, je crois, pour rencontrer le président et pour pouvoir échanger sur l'histoire de l'entreprise et ses valeurs. Et puis, en dehors de ce voyage de presse, ils ont régulièrement mis en avant les valeurs de l'entreprise, le rappel de son histoire, la mise en avant de ses dirigeants. Et donc, petit à petit, et ça prend du temps dans ce cas-là, hein, c'est un travail à moyen et long terme, il y a petit à petit, les retombées médias ont commencé à s'équilibrer et on a de nouveau parlé de Canon d'un point de vue institutionnel. Donc, on est vraiment dans cette configuration de dire on a telle ou telle image, eh bien, on va reprendre la parole dans un autre registre, explorer d'autres angles, mettre peut-être en place des rencontres avec les journalistes pour révéler notre visage, nos valeurs. Donc, c'est quelque chose qui se construit, mais c'est vrai qu'en parler comme ça sans connaître le secteur d'activité de l'entreprise, son passé en termes de relations médias, c'est compliqué. En tout cas, ça se travaille. Alors, une autre question donc, de Pierre-Antoine Théry. Comment résoudre l'antinomie de la présence ou non de journalistes lors d'une réunion publique montée pour présenter, expliquer et essayer de faire partager notre proposition d'innovation en matière de mobilité douce et durable, compte tenu que le public peut aussi être source d'opposition vive ou de polémique? C'est une bonne question. C'est vrai qu'on a eu, enfin, on peut avoir le cas régulièrement sur des sujets plus ou moins complexes. Alors, je fais partie, je pense, comme mes collègues, de ceux qui. Un journaliste peut rentrer partout. C'est-à-dire que si une réunion est publique, le journaliste doit pouvoir y venir et il faut éviter, alors ça paraît simple, mais il faut éviter de bloquer ou de trop maîtriser l'information pour leur laisser penser justement qu'il y a des choses un peu négatives qui vont être dites et finalement d'amplifier sa volonté d'être présent. Donc, pour moi, potentiellement, effectivement, le journaliste doit être invité quand pratiquement tout le temps, mais évidemment, si vous avez l'intuition que la réunion va aussi être l'occasion pour une certaine partie du public d'avancer des arguments négatifs, en général, c'est vrai qu'en tant que communicant ou en tant que chef d'entreprise, vous avez cette intuition forte dès le départ. Bah, effectivement, ça va être peut-être pour vous l'idée de vous dire je préfère ne pas inviter la presse sur cette actualité, parce que de toute façon, inviter la presse, ça va plutôt les embêter de venir à une réunion publique. Ils vont plutôt être invités peut-être par la frange qui a envie de mettre un peu le why à la réunion et qui, elle, va solliciter un journaliste pour être sûr qu'il y aura quelqu'un pour faire une retombée. Mais sinon, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas forcément empêcher, si ce n'est dans la préparation que vous pouvez avoir et dans la posture que vous allez adopter par rapport aux gens qui seront là pour foutre un petit peu le bordel, hein, si on peut parler un peu comme ça, ou si vous avez, en tout cas, si le conférencier dans ses prises de parole arrive à rester neutre, mesuré, qu'il est bon en tout cas par rapport aux réponses qu'il va apporter, finalement le journaliste qui sera là pour constater d'un fait pourra mettre en avant aussi la contradiction des différents éléments, mais le fait que le conférencier a maîtrisé son sujet et a apporté les réponses qu'il pouvait également sur le sujet. Donc pour moi, il ne faut pas fermer ces réunions, il faut les ouvrir, mais il faut effectivement que le conférencier soit vraiment prêt et qu'il maîtrise son sujet. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question. Après, il peut y avoir vraiment des problématiques tellement techniques, tellement critiques. C'est vraiment voilà, une petite, au cas par cas, il faut l'étudier. Et d'avoir un attaché de presse présent sur place, ça peut aussi aider. Il identifie le journaliste, il peut aller lui parler, il peut lui remettre des éléments, il peut lui proposer une réunion, ou en tout cas une interview après la réunion avec certaines personnes, pour peut-être désamorcer ce qui se serait passé pendant la réunion. Il y a plein de petites choses à faire en tout cas. Du coup juste une précision de Pierre-Antoine Théry qui avait posé la question, qui nous demande si la non-invitation n'est-elle pas une source de rejet du sujet traité?
Alors, il peut y avoir, il peut ne pas y avoir d'invitation, mais par contre, vous pouvez envoyer un petit communiqué de presse de bilan et de compte rendu à ce média. Parce que de toute façon, vous savez que potentiellement une réunion publique, ça les ennuie s'ils ne sont pas grands fans de ce genre de réunion. Mais par contre, si vous faites le travail de rédiger vous-même un communiqué de presse à l'issue de la réunion avec peut-être un visuel, un ou deux prises sur place, un beau visuel et un communiqué de presse bien écrit, vous allez répondre à son besoin de donner l'information de ce qui s'est passé au public, tout en maîtrisant finalement l'information que ce journaliste va diffuser. Donc peut-être que ça peut être un moyen, entre guillemets, de tricher, hein, de faire un communiqué de presse et de vous tenir à la disposition de ce journaliste dans le cadre d'une interview pour lui donner plus d'informations si le communiqué de presse ne suffit pas. Voilà, ça peut être une réponse en tout cas. Merci. Autre question qu'on nous demande, quel serait votre conseil pour le lancement ou la création d'une entreprise, par exemple de conseil en fiscalité et gestion de patrimoine, entreprise à taille humaine. En fait on n'a pas vraiment un produit, parce que le produit est immatériel, on est plus dans la section de service, donc comment on communique quand on est dans de la prestation immatérielle? Karine ou En fait, la question n'est pas est-ce un service ou est-ce un produit. Dans la mesure où ce service apporte quelque chose de nouveau, ça peut être intéressant. Peut-être que vous concevez votre métier d'une façon complètement nouvelle, innovante, où vous avez des valeurs qui sont différentes des autres. Voilà, il faut trouver quelle est la nouveauté, l'originalité. C'est pas parce qu'on est dans l'immatériel qu'on ne peut pas communiquer, hein. Donc, c'est pas le problème d'être matériel ou immatériel. On peut communiquer bien sûr sur des services. Il faut trouver la spécificité de votre service et ce qui peut susciter l'intérêt des journalistes. Est-ce que ça peut susciter l'intérêt? Ça peut être les personnes, leur parcours. Oui, aussi. Oui, tout à fait. Et ceux qui créent l'entreprise peuvent en eux-mêmes être intéressants. Donc, voilà, il faut trouver l'intéressant. Et l'agence vous aidera à le trouver, si jamais. Oui, il me semble qu'il n'y a plus de questions. On a épuisé les questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. En tout cas, il y a des commentaires. Voilà, tout le monde vous remercie pour la qualité de votre information, très intéressant, une conférence très intéressante, construite et concrète. Les commentaires sont très positifs. C'était un plaisir. Du coup, je vous remercie également beaucoup. Je vais laisser le mot de la fin à Muriel pour éventuellement vous annoncer également nos prochaines réunions. Et bon, oui. Merci à tous pour cette participation. Encore merci au cabinet Résonance pour cette intervention de grande qualité. Oui, merci beaucoup pour la qualité de vos informations. Pour les participants, je vous rappelle qu'on va vous envoyer un questionnaire de satisfaction. N'hésitez pas de remettre tous ces commentaires dans le questionnaire. Je le transmettrai par la suite aux intervenants. Donc voilà, merci encore pour ce petit déjeuner très, très intéressant et très riche qui a suscité beaucoup de questions. Et donc, je vous rappelle effectivement que le prochain petit déjeuner de l'innovation aura lieu le mardi 5 janvier sur la thématique des crédits d'impôt. Donc, crédit impôt recherche, crédit impôt innovation et jeunes entreprises innovantes, le mardi 5 janvier à 8h30. Et on vous donnera l'information de savoir si c'est en présentiel ou en webinaire fin décembre, en espérant que peut-être éventuellement on pourra le faire en présentiel à Digitales. On vous tient au courant. Et en tout cas, voilà, très bonne journée à tous. Merci encore. Et puis, à bientôt. Merci. Merci, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.